si vous êtes prêts, on va y aller. Je vais vous proposer dans un premier temps de vous présenter, juste pour remettre les pendules à l'heure. Donc moi, je suis Stéphane Atto. Je suis le président donc de la Fédération française de force, fédération que j'ai créée en 2015 suite à la séparation l'éclatement de la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme. Il faut savoir que la force athlétique a été rattachée à l'haltérophilie pendant 30 ans et qu'on s'est séparé en 2015. Donc moi, j'ai créé cette structure pour accueillir au départ les deux disciplines délégataires qui étaient la force athlétique et le développé couché. Et puis ensuite, le kettlebell nous a rejoints. Le culturisme, qui faisait partie lui aussi de la fédération d'haltéro avant, nous a rejoints en 2019, ainsi que le bras de fer. Donc aujourd'hui, on a 5 délégations et une paradélégation, puisqu'on a aussi la délégation du ministère pour gérer le bras de fer sportif. Tous ces sports, c'est des sports où il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de on-dit dessus, que ce soit sur les réseaux sociaux. J'ai même pu trouver des articles sur Internet sur l'utilisation de substances interdites. Est-ce que, dans un premier temps, vous, en tant que président de fédération, vous voyez et vous entendez toutes ces accusations ou tous ces on-dit? Oui, bien sûr. Enfin, alors, attention. Moi, déjà, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, hein, donc j'y vais jamais. Voilà, Facebook, Instagram, j'y vais jamais. Alors, je connais leur utilité, hein. Je sais que, par exemple, la force athlétique aujourd'hui s'est largement développée grâce à ça. Donc je crache pas dessus, mais à titre perso, j'y vais pas. Mais de toute façon, j'ai suffisamment de personnes qui y vont pour me raconter ce qui s'y passe. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Tous les sports de force ont toujours été critiqués parce que dès qu'on fait des performances, on est dopé. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas de dopé. Il y en a eu, il y en a et il y en aura, c'est clair. On est quand même une discipline, je dirais, qui est sujette à ça. Le problème, c'est que aujourd'hui, dès que quelqu'un performe, tout de suite, il est dopé. Je vais prendre par exemple, pas forcément quelqu'un qui est très médiatique, mais quelqu'un qui est quand même notre plus grand athlète de tous les temps, c'est Hassan El Belghiti. Hassan El Belghiti, il a surtout brillé dans l'équipé. Aujourd'hui, la force athlétique, elle a le vent en poupe pour ce qui est du sans équipement. Mais lui, il a, je crois que c'est 38 médailles internationales. Il a fait 5 fois les Jeux mondiaux. Il a été champion du monde, 7 fois champion d'Europe. Mais ça fait 25 ans que j'entends dire que Hassan El Belghiti, il est dopé, il est dopé. Hassan El Belghiti, tous les ans, il est contrôlé. Il est contrôlé chez lui par l'AFLD, l'organe français qui contrôle les athlètes, par l'AMA, l'organe international. Il a été contrôlé, je ne sais pas combien de fois il a été contrôlé dans sa vie, mais il a été contrôlé plus de 100 fois dans sa vie. Parce qu'il a quand même, il a des dizaines de contrôles à l'année. Jamais, 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 il s'est fait choper au contrôle. Alors, ouais, je vous dis ça, mais je sais très bien que les mauvais gens, ils vont dire ouais, parce qu'il sait se doper, il est marocain, au Maroc, on peut trouver des produits, etc. Mais c'est pas vrai, parce que on le contrôlerait toujours au même moment des compétitions, etc. Ouais, ok, il pourrait passer à travers, mais des contrôles inopinés, ils en ont plein. Gling, gling, 6 heures du matin, bonjour, c'est la FLD. Voilà, ils viennent les chercher chez eux à 6 heures du matin. Ils sont, tous ces athlètes, alors, on parle d'Hassan El Belghiti, mais c'est vrai pour les vedettes du moment. Lia Bavoil, Pana, Noémie Alabert, Tiffany Chapon, ils sont tous sur la liste Adams. Ils doivent donner à tout moment l'endroit où ils sont. C'est-à-dire que concrètement, plusieurs mois avant, ils doivent savoir où ils vont être et ils doivent décliner leur emploi du temps à l'heure près pour que l'AMA ou la FLD débarquent n'importe quand chez eux, à l'entraînement, parfois même au boulot, pour les contrôler. Et je peux vous dire que l'IA Bavoil, Pana, qui sont les vedettes actuelles de la force athlétique, ils sont contrôlés régulièrement. Et nous, Fédé, on est au courant de rien. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ouais, la Fédé, elle cache tout, etc. On ne s'occupe plus de rien en dopage. Avant, la loi nous obligeait à, à instruire les dossiers de dopage. C'est-à-dire que c'est l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, qui organise les contrôles. Alors ça, depuis longtemps, elle les organise. Et nous, Fédé, on est au courant de rien. Moi, ça fait 20 ans que je m'occupe de la force athlétique, plus de 20 ans hein, en tant que président.
j'ai jamais su si la FLD allait débarquer un championnat de France ou pas. Mais quand il y avait un athlète qui était positif, on devait instruire le cas. C'est-à-dire, on avait une commission de dopage, on recevait le cas, on recevait l'athlète, on voyait avec lui ce qu'il avait à dire, et après, on prenait des sanctions. Maintenant, tout ça, c'est même terminé. On n'a même plus à instruire les dossiers. C'est la FLD qui instruit tout elle-même. Donc, nous, FED, on n'a aucun pouvoir là-dessus. C'est vraiment cet organe complètement indépendant qui gère tout. Donc, je ne vous dis pas qu'il y a pas que le dopage, ça n'existe pas. Mais concrètement, aujourd'hui, dans les fédérations, attention, hein, parce que nous, on est la fédération délégataire. On est la seule fédération avec la fédération haltérophile. Hein. La fédération haltérophile et la fédération française de force, nous sommes les deux seules fédérations agréées et délégataires. Les autres, ils ne sont pas agréés. Donc concrètement, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Donc, Donc ce que vous voulez dire, c'est que voilà. ce que vous voulez dire, c'est que quand que les règles diffèrent en fonction des fédérations. Ça, on le comprend. Et que la fédération la plus stricte, en termes de régulation, en termes de contrôle, va être la Fédération française de force, votre fédération. Oui, puisque nous, on est agréé par le ministère des Sports, on est délégataire du ministère des Sports. Délégataire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, normalement, pour attribuer un titre de champion de France, qui peut le faire? L'État. Il n'y a que l'État qui peut attribuer un titre de champion de France. Et il délègue ce pouvoir à certaines fédérations. Donc nous, on a la délégation, comme je l'ai dit, pour la force, pour le développé couché, le culturisme, le kettlebell, le bras de fer. Et la fédération d'haltéro, là, pour l'haltérophilie. On est régulièrement contrôlé par l'État sans que nous, on sache du tout ce qui se passe. Quand Lama débarque chez Pana à 6 heures du matin pour le contrôler, on n'est pas au courant. Et si il n'est pas positif, on est au courant de rien. On est au courant, demain, ils nous préviennent que si il est positif. Et j'ai jamais été prévenu que Pana ou que Lia Bavoil était positif. Et ils ont été contrôlés, je peux vous dire, des dizaines de fois. Oui, je crois qu'ils en parlent assez régulièrement sur les réseaux, je crois que c'était 13 ou 14 fois pour Pana. Mais si on revient vraiment pour réexpliquer avant d'entrer dans le détail, comment, si vous, j'imagine que vous savez, comment se fait un test antidopage? Comment ça se réalise? C'est quoi un test antidopage finalement? Alors, Pour vous ceux avez qui deux savent types pas. de tests. Vous avez les tests urinaires et les tests sanguins. Donc, test urinaire, c'est simple. Hein. Vous urinez dans dans un pot, et ensuite le médecin verse. Alors, il faut uriner une certaine quantité parce il y a deux choses qu'on garde. Vous avez le test A et le test B. Test A, c'est celui qu'on analyse tout de suite, et test B, si jamais l'athlète conteste l'analyse, on va analyser le flacon B. Donc, on les met, c'est fait devant donc l'athlète, c'est le médecin qui manipule tout, l'athlète regarde ce qui se fait. Quand l'athlète urine, l'athlète il est en slip et le médecin le regarde uriner, on ne peut pas mettre des trucs de l'eau ou je sais pas quoi, l'urine du voisin ou je sais pas quoi, c'est pas possible puisque on est en slip devant le médecin. Aujourd'hui, c'est plus forcément des médecins. Ça peut être des infirmiers, ça peut être des gens qui sont dans le paramédical. Et puis après, le test sanguin, c'est une prise de sang. Une prise de sang que fait le préleveur et qui va être ensuite analysée après par le laboratoire de Châtenay-Malabry. Je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que vous savez peut-être si, je sais que par exemple dans le cyclisme, on garde les tests sanguins et quand on découvre de nouvelles substances, on peut réanalyser si on a des soupçons. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est fait dans la force ou pas encore ou pas du tout? À ma connaissance, non. Alors, à ma connaissance, non. J'ai une explication qui est la mienne, je ne sais pas si c'est la bonne, mais je pense que les sports professionnels, c'est différent. Nous, on n'est pas un sport professionnel. Il n'y a pas d'enjeu financier comme il peut y avoir au Tour de France. Donc, je pense que les tests chez nous, ils ne sont pas conservés comme sont conservés les tests pour le cyclisme. Mais bon, ça, c'est mon interprétation. Hein. Je ne sais pas si c'est la vraie interprétation ou pas. Oui, bien sûr, c'est toujours intéressant. Alors, j'imagine que tous les athlètes ne sont pas logés à la même enseigne. J'imagine qu'il y a des athlètes qui sont plus testés que d'autres.
Est-ce que c'est une question de niveau, de distinction, de suspicion? Comment ça se passe? Alors, vous avez des athlètes qui sont visés particulièrement et qui sont sur cette fameuse liste Adams. Ceux-là, c'est les athlètes qui sont de haut niveau, c'est-à-dire qui rentrent en général dans des top 5 ou 6 mondiaux. Donc, nous en France, hein, on a, j'ai cité tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure, ils sont tous sur la liste Adams, puisqu'ils sont tous titrés, champions d'Europe, champions du monde, etc. Et une fois que l'athlète, je dirais, a une carrière qui commence un peu à s'étioler, commence un peu vieillissant et qu'il a moins de résultats, parfois il sort de la liste Adams. Mais c'est, encore une fois, c'est pas nous qui choisissons. C'est l'AMA et la FLD qui, compte tenu des résultats, disent que tel athlète, il va devenir un athlète, je dirais, élite pour ce qui est du contrôle antidopage et qu'on va particulièrement le suivre. Et du coup, au niveau de la fédération, est-ce que ça vous arrive, peut-être vous personnellement ou d'autres personnes du staff, d'avoir peut-être une personne qui progresse très vite ou qui devient suspicieuse? Et est-ce que ça arrive des fois d'avoir des soupçons quand on fait Oui, partie de la bien sûr. fédération? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui est fait Alors, quand on a des soupçons sur un athlète, il y a plusieurs choses. D'abord, on peut rentrer en contact avec la FLD, l'Association française de lutte contre le dopage. Mais c'est elle qui décide. On lui dit voilà, nous, on a des gros soupçons sur un athlète qui a vachement progressé ou je sais pas quoi, enfin bon, peu importe pourquoi. On a des gros soupçons. C'est eux qui décident. On ne peut pas leur dire allez le contrôler. Ils disent ok, on a enregistré et après ils font ce qu'ils veulent. Alors ils peuvent aller se renseigner, de savoir où il est, aller faire un contrôle inopiné, venir le contrôler au championnat de France. Il y a cette première chose. Après, il y a les contrôles pendant les championnats de France. Au niveau des championnats de France, ben, c'est pareil. Parfois, on peut avoir des soupçons sur certains athlètes et le médecin qui vient. Alors, quand le médecin vient, il a parfois une liste qu'on lui a donnée d'athlètes à contrôler. Donc là, il fait ses contrôles et puis on peut rien faire. Et puis après, il arrive et il dit voilà, j'ai 12 contrôles à faire. Et je dis, est-ce que vous avez des ordres particuliers? Il me dit non, pas forcément. Ben, j'ai dit, écoutez, voilà, nous, on peut avoir un doute sur tel athlète ou sur tel athlète. Ou tel athlète, ça fait longtemps qu'il n'a pas été contrôlé et il va partir à l'international le mois prochain. Donc, ça serait bien qu'on le contrôle pour qu'on puisse être sûr. Parce que quand on se fait choper à l'international, ça coûte cher à la fédération. Et si on a plusieurs dopés dans la même année à la fédération internationale, il peut y avoir une suspension de toute l'équipe. Donc nous, on fait vachement gaffe à envoyer des personnes qui sont clean et qui sont contrôlées régulièrement. Et c'est une question qui est sous-jacente à tout ça, mais est-ce que c'est fréquent, c'est pas fréquent d'avoir des athlètes qui se font attraper avec des substances, ou en tout cas qui consomment des substances interdites? C'est Euh, marginal, comment ça se... c'est marginal, c'est marginal. Chez nous, ils savent qu'ils sont contrôlés. Encore une fois, il faut bien distinguer notre fédération, qui est fédération délégataire et fédération agréée, avec les autres. Les autres, il n'y a pas de contrôle. Des fédérations de culturisme, vous en avez des je ne sais pas combien en France. Ceux-là, ils ne sont jamais contrôlés. C'est open bar chez eux. Quand vous voyez les pièces de boucherie là, qui font 1,80 m, 120 kilos, ils ne sont jamais contrôlés, ceux-là, ils font ce qu'ils veulent. Chez nous, même les culturistes, ils sont contrôlés régulièrement. Alors, ils n'ont pas du tout le même physique. Après, en force, c'est pareil. En force, ils sont contrôlés régulièrement. Donc, chez nous, c'est quand même très difficile de passer à travers les mailles du filet. Alors, est-ce qu'on en chope? Oui, on en chope. Mais franchement, ce n'est pas les membres de l'équipe de France. De mémoire, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas chopé un athlète qui est en équipe de France. Et quand je vous dis plus de 10 ans, je dirais même 15 ans. Voilà. Les membres de l'équipe de France, ils sont contrôlés régulièrement. Hein, vous disiez vous-même tout à l'heure 10 à 12 contrôles pour Pana ou Lia Bavoil par an. Eh bien, ça fait plus de 15 ans qu'on n'a pas chopé un athlète en équipe de France. Alors, on en chope au championnat de France, parfois même dans des compétitions régionales, parce que la FLD décide de venir faire un contrôle dans une compétition régionale. Là, on en chope. Alors, pas beaucoup, hein. On en chope, je ne sais pas, peut-être, comme maintenant on n'est plus au courant parce que c'est la FLD qui s'en occupe, mais du temps où on gérait nous-mêmes les contrôles, on en avait 5 ou 6 par an, quoi, à traiter. Donc c'est vraiment marginal, c'est vraiment que C'est marginal, c'est quelques... marginal. Ouais, c'est marginal. C'est marginal. Mais le problème,
le problème du dopage, c'est quoi? Enfin, le problème des réseaux sociaux et des gens qui disent qu'ils sont dopés, c'est que à partir du moment où on commence à performer, eh bien, on est dopé. Mais ce qu'il faut bien que se rendent compte ces rageux qui disent ça sur les réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas tous égaux. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des beaux, il y a des moches, il y a des intelligents, il y a des cons. Eh bien, il y a des forts et il y en a qui sont moins forts. Si vous prenez des gens comme Lia Bavoil, comme Tiffany Chapon, bon, vous avez certainement entendu parler de Tiffany Chapon. Bah, Tiff, moi, la première fois que je l'ai vue, Tiff, elle est petite, hein, elle fait 1m40, je sais pas, 45. La première fois que je l'ai vue, elle faisait 41 kilos, elle avait 3 mois d'entraînement, elle faisait 110 au squat. Je veux dire, celle-là, elle a une constitution physique qui fait qu'elle est très forte. La première barre, bon, c'est une ancienne boxeuse, mais la première barre qu'elle a touchée, elle a fait des trucs de dingue. Lia Bavoil, la première barre qu'elle a touchée, le mec qui l'a vu dans la salle, elle était venue faire un peu de musculation parce qu'elle se trouvait un peu trop enrobée. Et puis, elle a soulevé des barres. Le mec qui l'a vu soulever des barres, il a dit putain, mais tu fais des trucs monstrueux par rapport à ce que fait une femme. Bon, ben, ces gens-là, Noémie Alabert, c'est la même chose. Ces gens-là, ils sont forts naturellement, avec un bon entraînement pris en main dans des structures qui tiennent la route, on en fait des champions. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est qu'il y a des gens qui sont exceptionnels. Alors, c'est sûr que celui qui fait 82 kilos ou qui fait 90 kilos et qui fait les mêmes barres que Lia Bavoil au squat, il dit qu'elle est dopée. Mais est-ce qu'il a la vie de Lia Bavoil? Lia Bavoil, elle a une vie à 7. Elle s'entraîne toujours au même moment. Elle s'entraîne tout le temps, tous les jours. Elle a un régime alimentaire spécifique. Elle ne s'envoie pas des bières à tire-larigot et elle ne fait pas la foire dès qu'elle est sortie de la salle. Donc, je veux dire, il faut aussi que ces gens se rendent compte que ces gens sont forts naturellement, mais qu'ils ont une vie d'ascète et qu'ils vivent pour le powerlifting et qu'ils ne font que ça et que vivre leur vie, il y a 90% des gens qui ne seraient pas capables de le faire parce que c'est se priver de beaucoup de choses et c'est avoir une vie réglée comme du papier à musique. En fait, finalement, c'est la rencontre entre la génétique et le travail qui donne des athlètes C'est extraordinaires. ça. C'est ça. Et puis, si vous dopez un âne, vous n'allez pas faire un cheval de course. On va peut-être en faire un âne de course, mais pas un cheval de course. Donc, ces gens-là, ils ont une génétique dès le départ qui est hors norme. Alors, ce qui est bizarre, ça je vous l'accorde, c'est que aujourd'hui en France, on en a 5 ou 6 qui sont comme ça, qui sont arrivés du jour au lendemain. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, c'est pas une volonté fédérale. Hein. Alors là, c'est sûr, hein, il n'y a pas de dopage, il n'y a pas de dopage fédéral. Ça, c'est clair, parce que moi, le dopage, pour moi, c'est la gangrène du sport. Et je préfère me barrer et renoncer à mon poste plutôt que de doper les athlètes. Ça, c'est sûr. Mais on a une génération spontanée qui est arrivée ici. Alors, qui coïncide avec le début du sans-équipement. Pendant 30 ans, à la force athlétique, ça s'est fait avec de l'équipement. Des bancs de genoux, des combinaisons serrées, etc. À partir de 2014, la Fédération internationale a voulu revenir aux sources de discipline et a retiré complètement le matériel. Et la France est devenue un des pays, je dirais, en pointe du développement de l'activité sans matériel et on a eu des résultats extraordinaires. Aujourd'hui, le niveau augmente un peu partout et on commence à moins dominer. Mais on a dominé pendant des années parce qu'on était vraiment à la pointe de ça. Alors ça, c'est vrai. Ça peut paraître bizarre qu'on en ait plein en même temps. Mais je dirais que c'est un hasard, quoi. C'est un hasard parce on a cette génération spontanée qui est arrivée. Et je vous parle que des meilleurs. Mais il y a plein de gens que je n'ai pas cités qui arrivent derrière et qui sont super bons. On a des juniors qui sont super bons. Aujourd'hui, on a des problèmes de riches à la fédération. Pendant des années à la fédération française, on en sélectionnait 4-5 pour aller à l'international. Et encore, on les prenait jusqu'à la 10e place. Aujourd'hui, on a tellement d'athlètes qui sont bons qu'on a des problèmes de riches. Quoi. On peut pas emmener tous les internationaux en compétition internationale parce qu'on n'a pas cette place. Donc, on a vraiment une bonne génération. J'ai encore deux petites questions qui sont liées justement tout ce qui est problématique du dopage, parce que je sais que si je les pose pas, on va me dire oui, mais tu ne les as pas posées. Alors, il y a quelques années, et des fois on en entend encore un peu parler, il y avait eu un reportage, alors je sais plus sur quelle chaîne, sur l'athlétisme, sur des athlètes qui prenaient des micro-dosages pour augmenter leur performance et passer en dessous des radars. Est-ce que c'est une réalité et est-ce que c'est possible?
Alors, je sais qu'à une époque, il y a eu du rééquilibrage hormonal qui avait été mis en place par certains médecins. Euh, et donc, comme les taux d'hormones varient en fonction des activités physiques, eux, ils essayaient d'avoir le taux d'hormones régulier avec des injections, etc. Ça a existé, ça. C'est une forme de dopage aussi. Est-ce que ça existe toujours? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça a existé à une époque. Ça a existé à une époque. Oui, ça a existé à une époque. Mais il y a des produits, je sais pas, par exemple, la créatine. Il y en a qui disent que la créatine, c'est un produit dopant. C'est pas un produit dopant, la créatine. La créatine, par exemple, quand on en a trop, on la pisse, quoi. Donc, je dis pas qu'il. Le problème aussi du dopage, c'est que les apprentis sorciers, ils sont meilleurs que les personnes qui luttent contre le dopage. Ça, c'est vrai, ils ont toujours un métro d'avance. Et pour, il faut bien être conscient aussi de ça, c'est que pour détecter les produits, il faut qu'on sache que les produits existent. Hein, c'est le cas de l'EPO. Hein. L'EPO, pendant des années, on ne savait pas que ça existait, donc on ne pouvait pas le détecter. On l'a su parce qu'il y a eu des repentis. Donc, oui, peut-être, mais ça c'est vrai dans des structures qui sont complètement organisées. L'EPO, c'était fait par des équipes ou par des pays. Mais nous, la Fédération française de force, moi, président, je refuse complètement le dopage, il n'y a pas d'organisation. Donc concrètement, s'il y avait des nouveaux produits qui existaient, etc., il faut qu'il y ait des filières. Enfin, tout ça, c'est complètement, c'est à 100 km de ce que nous on prône. Quoi. Donc, bah, franchement, si les athlètes, si les athlètes se dopent, ils se dopent d'eux-mêmes, à notre insu, et franchement, s'ils arrivent à passer à travers les bagues du filet, ils sont quand même super forts. Quoi. Parce que vu le nombre de contrôles qu'ils ont à l'année, c'est quand même impossible de passer à travers les bagues du filet. J'ai une toute dernière question liée à tout ça. Moi, je suis allé voir un petit peu la liste des substances qui étaient interdites. Elle est immense. Il y en a énormément de substances interdites, plus qu'on pourrait en retenir dans toute une vie. Et du coup, s'il y en a autant, ça veut dire qu'il y en a beaucoup de nouvelles, souvent. J'imagine, c'est lié, forcément, s'il y a une si grosse liste. Et donc, donc déjà, premièrement, la liste, est-ce qu'elle est régulièrement mise à jour? Oui. Et la question qui en découle également, c'est est-ce que j'imagine qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de produits qui sont créés et qu'on ne sait pas détecter. C'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. Alors est-ce qu'elle est régulièrement mise à jour? Oui, elle est régulièrement mise à jour. Et au fur et à mesure qu'on découvre des nouvelles substances qui existent et qui permettent de doper les athlètes. Oui, ça, c'est vrai. Ce que je vous ai dit, les apprentis sorciers sont plus en avant que les médecins qui luttent. Mais c'est normal. Hein. Encore une fois, pour détecter un produit, il faut savoir qu'il existe. Mais ça, c'est vrai. Les nouveaux produits qui sortent, si on prend le PO par exemple, le PO c'était complètement secret dans le monde du cyclisme et c'était les médecins des équipes qui les donnaient. D'accord. Chez nous, il n'y a pas ce système-là. Chez nous, c'est un sport amateur. Donc, il n'y a pas de filière avec des produits nouveaux. Ça, c'est à la rigueur dans le sport professionnel, mais pas chez nous. Quoi. Chez nous, on prend des choses, si on prend des choses qui existent déjà. On n'a pas forcément les moyens, mais les moyens financiers d'aller acheter des trucs qui passent sous le manteau et qui sont tout neufs et qui sont hyper chers. Ok, mais je vous remercie, c'est assez clair. Moi, pour être honnête, je pense, mon avis, c'est que je pense que c'est très compliqué, voire impossible pour un athlète de haut niveau, en tout cas, de passer entre les mailles du filet. Moi, j'ai C'est fait le tour des questions que j'avais. Juste, je parlais un petit peu avec des amis qui avaient fait de la force à niveau amateur. Et il y en a un qui m'a dit quelque chose. Alors, toujours à prendre avec des pincettes parce que c'est des on-dit. Il m'a dit que lors d'une compétition, il y a un jeune qui a débarqué, plus jeune que lui, qui avait pas d'antécédent de compétition ou très peu, et qui l'a vu prendre un cachet et ensuite soulever très lourd. Est-ce que c'est du fantasme? Est-ce que c'est du fantasme ou est-ce que c'est de la réalité? Moi, j'ai ma petite idée, hein, mais ouais. j'aimerais bien vous entendre là-dessus.
Non, mais alors ça, c'est des trucs qui traînent. Mais concrètement, le dopage, c'est pas on prend une pilule et on devient strong, quoi. C'est pas ça. Ceux qui se dopent, ils le font sur une période relativement longue et puis il faut s'entraîner après. Si vous donnez des cachets ou vous faites des picousses à quelqu'un qui fait jamais rien, il va pas être plus fort que les autres, hein. Il faut s'entraîner. L'avantage du dopage, alors ça dépend des produits, mais il y a les produits où on ne ressent pas la douleur, donc on peut s'entraîner. Il y a les produits où on n'est pas fatigué, donc on peut s'entraîner beaucoup plus que les autres. Et donc, le muscle, on prend du muscle et on est plus fort. C'est pas parce qu'on va prendre une pastille que demain, on va passer de 120 à 200 au soulevé de terre, quoi. Ça, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. La potion magique d'Astérix, elle existe dans les bandes dessinées, mais dans la réalité, ça n'existe pas, quoi. Bah, écoutez, je vous remercie pour, toutes les réponses à vos questions. C'était super clair et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse qui vont un petit peu, on va dire, apaiser les fantasmes. Mais bon, j'imagine que de toute façon, quand les gens ont une idée en tête, c'est difficile de la déloger. C'est ça, ouais. Le problème des réseaux sociaux, je ne critique pas les réseaux sociaux, hein, ça, pour nous, ça nous a fait beaucoup de bien à la fédération, ça fait circuler l'information et ça a beaucoup développé notre discipline. Mais sous prétexte, enfin, sous anonymat, hein, y en a qui disent tout et n'importe quoi. Ces gens-là, ils n'ont qu'à se découvrir, ils n'ont qu'à donner leur vraie identité et ils viennent en compétition et on en discute, on va leur montrer un petit peu ce qui se passe. C'est facile de tout critiquer et de dire que les gens sont dopés parce qu'ils sont plus forts que nous. C'est de la jalousie mal placée pour moi. C'est rageux, ils font ça sous anonymat et ils viennent critiquer alors qu'ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Il y en a qui ne connaissent même pas la moitié de ce qui se passe et comment ça fonctionne. Donc, s'il y a vraiment des gens qui veulent des renseignements là-dessus, nous, on est prêts, on n'a rien à cacher. On est prêt à leur montrer tout un tas de choses, à les faire venir en compétition, à les emmener avec nous à la FLD pour en parler, etc. Voilà, ça sera mieux que de raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Eh bien, je vous remercie parce que votre témoignage, il va permettre justement de travailler sur cette enquête. Alors, c'est une enquête que je vais volontairement faire sur plusieurs mois, donc c'est possible que, ça sorte pas avant, peut-être, je sais pas, mai, juin. En fait, je me laisse le temps qu'il faut parce que j'aimerais bien aussi avoir des témoignages d'athlètes, voir comment eux le vivent, comment eux le ressentent, s'ils trouvent que c'est assez strict ou non. Peut-être aller demander à des coachs aussi qui auront un visage encore un regard encore un peu différent. Vraiment aller chercher tous les éléments de réponse sans réellement prendre parti. Je vais évidemment chercher à fouiller, voir s'il existe des athlètes qui utilisent des produits. Donc je préfère être, honnête là-dessus. Hem, voilà, le but, c'est pas du tout de piéger ni la fédération, ni personne. Le vrai but, c'est vraiment de répondre à la question et surtout de voilà, s'il y a des gens qui cherchent des informations, qui vivent dans le fantasme, justement, pouvoir mettre des points sur certaines questions. C'est vraiment le but, le but. Si Hem, ça peut, si ça peut répondre aux interrogations de certains, voilà, pourquoi pas. Après, c'est vrai de rester tout seul et pas et d'écouter ce qui se passe, ce que disent certains qui sont jaloux, ça peut influencer certaines personnes, mais qui viennent nous voir en compétition, qui viennent voir comment ça se passe. Ça les renseignera beaucoup mieux que d'écouter ce que disent certaines personnes sur Internet, quoi. dans tous les cas, moi, ce que j'aimerais beaucoup vous dire, c'est que je vous remercie énormément pour votre disponibilité et puis d'avoir répondu aux questions. Donc ça, c'est vraiment génial. Je m'attendais pas à avoir une réponse de votre part parce que j'ai vraiment envoyé le mail un peu comme une bouteille à la mer. Donc du coup, c'est vraiment, vraiment cool. Donc voilà. Je sais pas si vous aviez envie de rebondir sur d'autres choses ou si tout était dit de votre côté? Non, non, j'ai dit ce que j'avais à vous dire sur ce thème du dopage, quoi. Bon, après, on n'est jamais sûr à 100% de rien, hein, c'est clair, hein. Je veux dire, après, je suis pas non plus, je suis pas un bisounours, hein. Je sais très bien que, que ça existe, mais encore une fois, hein, il faut bien faire la différence entre notre fédération, qui elle est très contrôlée, où les athlètes sont très contrôlés, et les autres, qui sont même pas des fédérations, qui sont des associations qui développent, qui parfois organisent des compétitions, où eux, il n'y a jamais aucun contrôle. Et les dopés de chez nous, ceux qui se sont fait prendre dans les années précédentes, on les retrouve dans ces autres structures où ils veulent continuer à faire de la compétition. Et ils savent que chez nous, c'est plus possible parce que de toute façon, ils sont tracés.
De toute façon, moi, j'ai centré ma recherche sur la fédération française de force, parce que sur les autres justement fédérations, il y avait beaucoup moins d'intérêt en fait. Ce serait vite tombé à l'eau, quoi. Enfin, on aurait vite eu des réponses, quoi. C'était donc non, c'est plus intéressant justement de se renseigner sur cette fédération, parce que justement c'est là où sont les athlètes qui sont le plus en vogue, le plus connus, qui justement se revendiquent naturels, etc. Donc c'est là qu'il est important de faire des recherches et surtout d'informer, surtout d'informer. Vous avez le même problème, hein, pour finir, hein, vous avez le même problème sur les records du monde, hein. Vous avez des records du monde qui tombent dans des fédérations où, ils utilisent, par exemple, les records du monde du soulevé de terre. Il y a un mec qui a battu le record du monde du soulevé de terre à 500, et cetera. Chez nous, il est pas à 500, mais il tire, avec des sangles, pour les mains, le mouvement, il est pas fini. Voilà, quoi. Donc les records du monde officiels, c'est l'IPF, l'International Powerlifting Federation, auquel on adhère. Et les records de France, c'est nous. Les autres, c'est du grand n'importe quoi. D'accord. Ils n'ont même pas le droit d'appeler ça des records de France, puisque nous, on est les seuls à pouvoir le faire. Donc, on est vraiment la fédération délégataire qui est contrôlée, qui a une réglementation bien stricte, où on a où on peut comparer les records parce que les athlètes tirent tous dans les mêmes conditions. Il n'y en a pas qui ont des bandes machin, des triples épaisseurs de maillot, des slingshots, etc. Tout ça, ça n'existe pas chez nous. Oui, c'est vrai, je sais plus où j'avais vu qu'il y avait différentes, en fonction des fédérations, il y a différentes règles, par exemple sur le coucher, où il y en a qui ont besoin juste d'avoir la pointe des pieds, d'autres où c'est le pied complètement posé. Je sais plus exactement. Je suis pas, je suis pas, je fais du sport, de la muscu, mais je suis pas compétiteur de force, donc je connais pas exactement tous les moindres détails, mais je sais qu'il y a des différences comme ça entre les fédérations, pareil en termes de pontage parfois, donc non, mais complètement. Complètement. En tout cas, c'était très intéressant d'échanger avec vous sur ce sujet.